Vous s'asseoir. Donc, sous le même serment. Oui. Alors, M. Geoffrion, si vous me permettez, on va reprendre où on a laissé juste avant la pause. On était à parler des auditeurs internes. J'aimerais, en fait, je perçois que vous n'étiez pas nécessairement au même diapason que les vérificateurs internes. Mais regardez, c'est l'histoire de ma carrière, là, fait que c'est pas particulier à la SAC ou à cet auditeur-là. Mais pouvez-vous m'expliquer qu'est-ce qui... ils font des interventions, ils vous demandent de suivre un processus, une méthodologie X. C'est ce que j'ai compris, on vous demande de faire des suivis ou avoir une rigueur d'un certain processus. C'est qu'on on leur demande, entre autres, de jeter un œil sur comment sont construites les données qui vont servir au conseil pour prendre ses décisions. Okay? Donc, tout le reporting, entre autres. On veut qu'ils regardent ça pour être sûr que c'est bien mesuré et que c'est fait correctement. Puis des fois, il y a des petites variantes, puis on tape ses doigts à des gens des contrats ou de l'informatique. On dit, c'est comme ça qu'il faut faire ça à l'avenir. Ça va bien. C'est la vertu. Il y a juste eu un cas dans tout ceux-là où vraiment je n'étais pas d'accord avec ce qu'on demandait. Parce qu'habituellement, c'est de savoir le jeu en vaut-tu la chandelle, tu sais, quand ils veulent qu'on corrige, mettons, une façon de faire dans les contrats ou dans les fournisseurs, tu te dis, bon, OK, ça vaut-tu la peine? C'est-tu nécessaire? Tu sais, tu te poses des questions ou si c'est nécessaire, parce qu'il y a une loi, il y a un règlement, il y a quelque chose, ben tu dis, comment je le fais pour que ça cause le moins de dégâts possible, par ailleurs, à ma productivité? Des fois, il y a des enjeux, des fois, il n'y en a pas partout. Dans ce cas-ci, je trouvais que c'était vertueux, mais je ne voyais pas de bénéfice à faire le changement ou l'amélioration qu'on nous demandait. Avez-vous une discussion avec eux en oui, ça? on a discuté. Puis finalement, on est resté collé avec la méthode qu'on avait, si ma mémoire est bonne. Puis... C'était quoi leur rôle aux auditeurs internes dans le projet CASA? Il y avait toute la conformité de ce qu'ils faisaient aux lois et aux règlements. Le conseil est obligé de s'occuper de ça, puis de s'assurer que c'est bien fait, puis ils servent à ça. Par-dessus ça, on leur a demandé de vérifier si les données que nous, on recevait étaient bien faites. Fait que ça faisait comme deux niveaux de choses à guetter en termes de conformité et d'exactitude. Puis, ils regardent, chez eux, ils ont des mandats là, standards là, qui se donnent là, sur la performance, puis différentes affaires, fait qu'ils vont nous faire des propositions pour améliorer la performance, des fois, des processus ou des choses comme ça. Fait qu'ils participent beaucoup à des réunions de travail où ils assistent à beaucoup de réunions de travail des gens d'informatique, dans la planif, l'exécution, la coordination, en tout cas, pour être sûr que les processus qui sont là sont corrects, puis c'est ça, sont corrects. Et vous disais-tu que ça allait bien? Est-ce que c'était le son de cloche que vous aviez, là, des auditeurs internes, que ça se passait bien? Livraison 2 particulièrement? Quand ça va très bien, ils en parlent un peu moins. Mais, mais en général, il n'y avait pas... il n'y avait pas de péché mortel là-dedans, là, en général. Il y a cette fois-là où ils trouvaient que on aurait peut-être dû bouger, en tout cas. Puis, mais en général, c'était correct. Il était critique, c'était ça qu'on voulait. Par contre, on ne lui donnait pas toujours raison. Parce que le coût-bénéfice de la patente, on ne le voyait pas. Puis on trouvait que, tu sais, demander, mettons, un rapport de plus pour être encore plus certain que tel objet est suivi, mettons. Ça vaut-tu vraiment la peine tout le temps? Non. C'est comme, ça vaut-tu toujours la peine de connaître la millième décimale du nombre pi? Non. Fait que, des fois, c'était vertueux, mais on ne voyait pas le bénéfice. Fait qu'on ne donnait pas suite. Mais ça, habituellement, on donnait suite parce que c'était correct, ça faisait du sens. S'il y avait vu des affaires améliorées, ils amélioraient, puis ça tannait beaucoup les gens d'informatique,
Parce que généralement, ça se transformait en tâches additionnelles chez eux, de gestion, tu sais. Fait qu'ils n'aimaient pas ça. Mais ça, c'est la vie de tous les projets informatiques importants dans les organisations. Là. Il y a toujours une espèce de check and balance un peu entre les gens de projet puis les gens de vérif. Parce que la conformité, les gens de projet, là, ils prendraient tous les raccourcis auxquels ils pensent. Mais il y en a qu'il ne faut pas qu'ils prennent. La vérification va les ramener s'ils prennent trop de raccourcis. Là. C'était quoi la relation, ce que vous avez pu constater entre la vérif, justement, les auditeurs et les gens de TI? Pas très bonne. Elle n'était pas très bonne. Mais c'est Mais qu'est-ce que vous avez constaté? Pourquoi qu'elle n'était pas très bonne? C'est toujours comme ça. Tu sais, je veux dire, c'est normal que les gens dans l'action essaient d'être le plus productif possible. Puis ça, c'est pas faire des rapports de gestion. C'est clair. Mais c'est normal que les gens responsables, que le due process soit respecté, le disent, puis disent, vous allez suivre le due process. Puis ici, vous ne le suivez pas. Ça tanne les gens d'informatique. Ils trouvent ça plate, ils trouvent ça tannant. Des fois, ils trouvent que c'est un peu exagéré. Des fois, ils ont raison, c'est un peu exagéré, mais pas la plupart du temps, non. Et puis, les gens de vérification interne, ils ont un peu de misère, des fois, à accéder aux informations, puis tout ça. Donc, nous autres, en haut, il faut surveiller ça pour être sûr qu'ils ont un bon accès. Puis de l'autre bord, ben, les protéger un petit peu quand on trouve que la vertu va trop loin. Et ça, ces échanges-là entre les TI, la vérif et les membres du CA, ça se passe en rencontre de CA? Ça se passe là, ces discussions-là, ou dans le comité TI? Absolument, tout ce monde-là s'est vu au comité de gestion de l'entreprise là, avant. Là, ils gèrent pas mal de leur chicane entre eux autres, là, c'est ce qui est correct. Là. Mais le vérificateur interne, il y a un accès privilégié au comité de vérification. Hein. Il est comme à l'agenda automatiquement. C'est. Fait que. Puis lui, il a son programme annuel de vérification qui fait approuver par le comité. Puis il rend des comptes sur ce programme-là. Puis dans ce programme-là, il y a le suivi de CASA en quelque part. Fait que ça se passe là. Puis, vous dites que les auditeurs vous disaient que c'était risqué. Puis vous dites, on le savait que c'était risqué. Vous dites que les auditeurs vous disaient ça, puis vous choquiez, vous le saviez déjà que c'était risqué. Ça ressemblait un peu à des gens qui veulent se protéger. Allez-y, ouais, c'est ça. C'était votre impression, ça? Une machale dans la vie. Juste ça. Puis, est-ce qu'il vous levait des drapeaux rouges sur certaines choses? Parce que oui. on sait que, bon, la livraison 2, ça se passe pas super bien. Puis, les auditeurs sont là, ils font des suivis réguliers, vous vous rencontrez. Si vous constatez que vous n'êtes pas on time, on budget, je présume que les auditeurs aussi font ce constat-là. Et les autres sont plus alarmés? Est-ce qu'ils vous informent? Bien, ce qu'ils voient d'alarmant, ils nous le disent. Souvent, on l'a vu par ailleurs. Il n'y a pas de réalité. Là. C'est arrivé à l'occasion c'est arrivé une fois. Là. Je vais en parler, là, ça revient. Là. Il y a eu une grosse affaire à un moment donné. Là. Je ne me souviens plus. Là. Ça avait été compliqué à démêler. Il y a eu une chicane de chiffres à un moment donné. Là, je ne me souviens plus. Entre qui et qui? Entre la vérification interne, puis je ne suis pas sûr que c'est l'informatique ou le management au complet, en tout cas. Sur les coûts, je ne sais pas. Je sais qu'il y a eu à un moment donné, le président de vérification a été obligé de s'asseoir avec là, pour essayer de comprendre ce que tout le monde disait. Là. Puis, parce que les gens ne comptaient pas de la même façon. Les budgets, puis les dépenses, puis ça. Puis je sais qu'à un moment donné, là, il a fallu que tout le monde s'assoie ensemble et dire comment on compte. Puis qu'est-ce qu'on compte, comment on fait les colonnes, puis c'est quoi les chiffres. Pour qu'entre eux autres, tout le monde s'entende. Là. Puis c'est le président de vérification interne, il me semble qu'il avait géré cet exercice-là là, avec le management, là, puis le vérificateur interne, de dire, coudonc, là, c'est quoi? Puis de faire un vrai portrait financier où tout le monde était d'accord que c'était bien ça, les chiffres. Ça se peut-tu que ce soit plus avec les TI, cette chicane-là? Ah, bien sûr. Avec le VPTI, qu'il y a eu une chicane avec la vérif, c'est plus ça? Sans doute, là, parce que
ça relèverait de la normalité. Ou de l'expérience, là. Oui. Puis, on a mentionné qu'il y a des rôles, il y a des auditeurs internes, mais il y a des auditeurs externes aussi. Ouais. C'est quoi la différence? C'est-à-dire, les auditeurs externes, est-ce qu'ils ont le même rôle que les auditeurs internes? C'est quoi la... OK, là, c'est pas ma spécialité, je suis loin de là. Tout ce que je sais, là, c'est que si tu veux des états financiers, ça t'en prend. Donc, Non, mais elle va te souvenir de la question plus on le sait, là, si tu vas avoir des états financiers vérifiés, ça te prend ça, puis c'est Ça. dans votre loi en plus. oui, C'est dans ça, votre je loi. dis. Mais au-delà de ça, je pense que la question est plus à savoir est-ce que le CA ou le management a déjà demandé relativement au projet CASA des vérifications externes? Ça va être intéressant. C'est ça? Ben, Exactement. Avec les vérificateurs externes, je ne suis pas sûr. Là, je ne me souviens pas. Fait que ça ne m'aurait pas marqué. Par contre, on nous a demandé, mais c'était pas tout à fait de la même nature, j'imagine. C'était pas tant financier que de gestion. Exactement. Alors, si vous mandatez des Avec auditeurs EY, avec externes, d'autres, c'était pas nos vérificateurs externes usuels là, qui font nos états financiers. pour vos états financiers avec le VG, là, par exemple, dans votre Ouais. loi. Là. Nous autres, on a les deux. On est C'est pris. ça. En tout cas, à l'époque, C'est il y avait ça. Pas de- le VG puis un privé. En tout cas, on en faisait du monde qui nous vérifiait. Mais le conseil, à quelques reprises, a demandé, je pense à la firme EY à l'époque, d'aller faire des vérifications de qualité, de risque. Puis quand on ne savait plus ce que le pied dansait ou qu'on avait fait trop d'hésitations, sur le projet CASA, vous parlez? ouais, face à une facette du projet ou comment ça allait vraiment sur le plancher, là, on allait-tu réussir à atterrir, par exemple, comme question. EY est venu faire, des audits plus opérationnels basés sur l'expérience de d'autres grands projets pour voir si nos tests, par exemple, testaient-tu bien. Tu sais, là. Et vous disiez quoi? Vous en rappelez-vous? Bien, ils ont été très utiles parce qu'ils ont fait améliorer beaucoup, en tout cas, plusieurs éléments de gestion sur le plancher. Avec ça, nous, comme CA, on était contents. Ils nous ont rassurés sur différentes choses aussi, on était contents. Le gros problème, c'était l'évaluation de la capacité à livrer le projet à la date prévue. Pas les coûts, vraiment juste, es-tu capable de faire ça pour cette date-là? Ils nous ont aidés, ils nous ont dit qu'on pouvait être capable. Ils nous ont pas dit qu'on ne serait pas capable. Fait qu'ils n'ont pas voulu se mouiller trop rendu là. Donc, on a essayé de leur demander qu'ils comparent un peu ce qui se faisait chez nous à ce qui s'était fait, ou la norme, les meilleures pratiques, tout ça. Puis finalement, ce qu'ils nous disaient, c'était pas si pire, mais c'était gros, c'était compliqué, puis que c'est un peu ce qu'on savait, là, que pas de ressources humaines, c'est embêtant, beaucoup de technologie, pas beaucoup d'expertise. Il y avait des réserves. Ouais, comme nous. Au fond, ils voyaient un peu les mêmes risques que nous. Ils nous ont rassurés sur beaucoup de choses. Par contre, à une époque, je me souviens qu'il y avait des réserves. Ils trouvaient que les tests avançaient pas assez vite par rapport au codage. En tout cas, c'est plus la gestion de projet, là, mais en tout cas. Mais ça l'a aidé beaucoup. Parce que ça nous a confortés, malgré tout, là, je pense, comme conseil, qu'éventuellement, on serait capable d'atterrir. Ça, c'est le plus important. Vous ne saviez pas comment, mais vous saviez que vous alliez être capable d'atterrir à un moment donné. On ne savait pas comment. En poursuivant ce qui se faisait, en l'améliorant avec leurs conseils, puis qu'ils pensaient que compte tenu des risques, comment ça allait, tout ça, éventuellement, on serait capable d'atterrir. Ça marcherait. Tu sais, la vraie question, c'est ça va-tu marcher à la fin? Hein? C'est pour ça, au-delà d'améliorer la gestion, parce que puis de se conforter que les choses étaient faites selon des bonnes pratiques, on voulait être conforté qu'à la fin, il y aurait quelque chose, là, puis que ça marcherait, cette affaire-là. Parce qu'on avait compris que ça coûterait cher. Là. On voulait que ça marche. Puis, ces vérificateurs-là externes sont mandatés par le CA? À la demande du CA,
Peut-être que le contrat était avec les gens d'informatique. Là, ils ont dû passer ça dans leur... Mais c'est vraiment à nous qui ont fait le reporting. OK. Est-ce que vous aviez demandé à avoir cette analyse-là, cette étude-là, par une firme externe? Il y avait je me souviens de mémoire, là, il y avait comme un programme de vérification externe établi avec EY. Mais le conseil, à certains moments clés, c'est arrivé une fois ou deux, je pense, a demandé un rapport additionnel sur un sujet précis. Quand on a eu des... Comme quand on a approché du go, no go, là, quand on commence à être proche de la fin, là, tu vas être sûr que tu ne cracheras pas. Hein, fait que tu dis, toi, regarde dans ça, vois si tu en penses. Fait qu'il y a eu des choses comme ça qui ont été comme ajoutées, qui étaient plus vraiment sur des questions ad hoc. Puis pourquoi vous faites affaire avec une firme externe plutôt que d'utiliser les auditeurs internes? L'expertise. Il l'a pas en dedans, là, lui, là. Il est comme tout le monde. Il n'a jamais vu ça, un gros projet de même, là, lui, là. D'ailleurs, au début, on voyait bien que lui aussi était comme tout le monde, ne savait pas par où prendre ça. Finalement, il a trouvé sa niche, puis il a compris un peu comment il pouvait apporter sa pierre à l'édifice, en faisant son travail sur la conformité. Mais nous, ce qu'on voulait, là, c'était des gens qui l'avaient déjà vécu, des aussi gros projets, qui connaissaient les normes de l'industrie, qui connaissaient les meilleures pratiques, qui n'avaient aucun lien avec tout ce qui se faisait là, qui venaient voir ça, qui nous donnaient leur opinion d'expert. C'est le mieux qu'on pouvait faire pour se conforter. Là, on a parlé des auditeurs, on a parlé de la transaction, puis de ce qui vous a amené, en fait, l'information que vous avez obtenue, qui vous a été transmise pour que vous donniez l'aval à ce nouveau départ, si je peux me permettre. Oui. Est-ce qu'au moment où on vous explique, parce que essentiellement, vous comprenez que ça va coûter plus cher que ce qui avait été prévu au départ, est-ce qu'on vous indique où les sommes seront prises? Comment on va réussir à payer ça? En tout cas, il me semble que c'était comme deux niveaux. Hein. Tu as les investissements, mais ça, c'est pas des cash flows. Il y a un côté actif-passif là-dedans. Là. Fait que tu comptes tes propres ressources, puis tout ça, puis si tu fais le coût total de l'investissement pur et net. Par contre, il y a le financement, puis le contrat. Le contrat, c'est comme un véhicule de financement qui te permet de payer un fournisseur, ton alliance. Ce contrat-là, à l'époque, là, il y avait une stratégie pour utiliser ce qu'il y avait dans le contrat aux fins des investissements qu'on voulait faire là, pour finir la phase 2. Fait qu'il fallait réaménager des morceaux de ce contrat-là pour déplacer l'argent, mettons, on en a parlé tantôt de l'exploitation, vers l'investissement ou le développement, si vous voulez. Fait qu'il y a eu un aménagement de ce contrat-là pour réallouer autrement les sommes prévues à l'intérieur du contrat, d'une catégorie à l'autre, pour les amener au paiement du développement. Puis je ne me souviens pas si ça impliquait qu'il fallait un autre contrat ailleurs après pour finir. Là. Je ne me souviens plus. Là, au plan, parce que tu as besoin du véhicule contractuel, puis tu as besoin du financement. Ça veut dire qu'il faut que tu parles au ministère des Finances, là, parce que tu vas emprunter plus que prévu. Là. Fait qu'il a fallu, pour signer un nouveau contrat, là, il fallait qu'il parle à l'actionnaire, parce que les besoins de financement changeaient. Là. Une couple de 100 millions, ça paraît. Fait qu'il fallait que le ministère des Finances dise correct, je vais te laisser t'emprunter ça, puis voici comment que je vais te le financer, puis que ça va te coûter. Fait qu'il fallait que ça soit fait. C'est fait par qui, ça? Qui fait ces démarches-là? Habituellement, le VP Finance de la SAC, avec un sous-ministre adjoint des Finances, là, celui qui était justement au financement, là, à la dette. Et une fois que ça s'est réglé, bien là, au moins, tu sais que tu es capable de financer ce que tu veux faire. Là, il y a le véhicule contractuel qu'il faut que tu t'adaptes pour être sûr que tu peux l'utiliser comme canal pour payer. Puis à travers tout ça, il faut que tu te demandes, oui, mais là, c'est-tu équitable envers les autres qui ont bidé là-dessus? Tu sais, là, tu changes les affaires pas mal, là.
Vous avez posé la question? Ben oui. Puis je me souviens que, je ne sais pas si c'était un avis juridique, là, probablement. En tout cas, il y a du monde qui nous ont conforté que, a priori, ça ne semblait pas léser les autres qui avaient bidé sur ce contrat-là. Rendu là, moi, je fais confiance aux avocats. Hein. J'aimerais maintenant qu'on vous exhibe un procès-verbal du 17 février 2022, s'il vous plaît. Février 2022. Je suis encore. Vous allez le voir à l'écran. Oui. Alors, 17 février 2022, on voit que vous êtes présent. Voyez votre nom. Oui, oui. Alors, je vais vous demander, alors on comprend là, peut-être à la page 2, simplement un clin d'œil, là, on voit dans les notes préliminaires que c'est le... Oh, je vais demander qu'on descende le document. Oups. Alors, on voit que c'est le premier CA du nouveau PDG, qui est M. Marcelet. Alors, on est en février 2022. Alors, je vous invite à prendre... je vais vous amener à la page 4. Merci. Alors, on voit dans un premier temps qu'on nomme les différents membres des comités, les présidents des comités, là, les comités dont vous nous avez parlé. Alors, on forme ces comités-là. On sera même de voir qu'en date de février 2022, je vais vous demander de descendre un petit peu, s'il vous plaît, que vous faites partie du comité ressources humaines. Clientèle ressources humaines, ce qu'on a abordé un peu en début de votre témoignage. Alors, à ce moment-là, vous n'êtes plus sur le comité des TI. Est-ce qu'on va le descendre un petit peu plus bas? Oui, j'étais ces deux, je pense. Oui. Votre nom n'y apparaît plus par ailleurs. Ah, ça se peut. Et je vais vous demander par la suite de prendre la page 5, s'il vous plaît. Page suivante. Mais je pense que j'y étais aussi. Je ne sais pas trop comment inviter. Je ne sais plus. Est-ce que vous voulez que je m'en occupe pareil, en tout cas? Ben, j'en arrive à ça, justement. Alors, on voit ici que, bon, il y a une résolution qui dit « Attendu qu'il est observé que l'état d'avancement du projet CASA allait requérir dès 2022 un suivi intégré des volets technologie de l'information, finances et services à la clientèle. » Que le comité de gouvernance et d'éthique a été mandaté par le CA pour émettre une recommandation quant au comité qui devront faire le suivi du projet CASA dans son entièreté. Qu'après analyse, les membres ont recommandé au CA la formule suivante, de regrouper des membres du comité TI, du comité actif-passif, des vérifications, en plus de s'assurer qu'une personne ou deux siégeant au comité des clientèles et ressources humaines fasse partie du groupe et qu'elle y soit ajoutée le cas échéant. Alors, on va descendre un petit peu plus bas. Alors, on voit qu'il est décidé que l'état d'avancement du projet, je veux juste un instant avant, le attendu qui précède, là, attendu que selon la composition des comités approuvés par le CA en ce jour avec la résolution, le président, M. Christian Cyr, siège sur le CAPV, M. François Geoffrion siège sur le comité RH dont on parlait, qu'il possède une connaissance approfondie du projet CASA. Il est décidé que l'état d'avancement du projet CASA soit suivi par les membres des deux comités auxquels se joindra M. Geoffrion. Alors, vous vous rappelez de cette résolution-là. Ça impliquait quoi concrètement? Parce que, on dit que vous connaissez bien le projet CASA, ce que vous nous avez mentionné, ce qu'on constate. Bien, il fallait que je prépare ma sortie. Vous voulez préparer votre sortie? Expliquez-nous ça. Ben oui, c'était ma dernière année, là. Il fallait mettre du nouveau monde CTI. Parce que moi, au fond, j'ai toffé longtemps, là. Fait que la mémoire, un peu,
du CA sur ce projet-là, c'était probablement moi qui l'avais le plus. T'as pas nombreux à être restés 8 ans de même. Là. Fait d'une certaine façon, il fallait des nouveaux membres sur le comité des technologies. Puis là, ils mettaient les deux comités ensemble là, parce que la gestion du risque s'était rendue tellement dans les deux comités qu'il fallait mettre ça ensemble. Aussi, je pense qu'on voulait avoir plus de membres du conseil qui suivaient de très près CASA. Fait que là, vous vouliez être doublement vigilant. Compte tenu de l'ampleur de l'enjeu, on voulait qu'il y ait plus de membres du conseil qui soient plus proches du projet, là, plus familiers avec. Ça faisait ça. Moi, il m'a demandé s'il y a d'autres choses qui m'intéressaient. J'ai dit clientèle. Je trouvais que le service à la clientèle, c'était une des clés là, pour lesquelles, en tout cas, j'avais de l'intérêt pour ça. Et puis, c'était un setup transitoire, mettons. Là. Puis moi, au fond, ils m'ont demandé de continuer parce que j'étais à la mémoire de la patente. Là. Puis, ils me trouvaient pas pire, je pense. Puis concrètement, parce que là, on est quelques mois avant votre sortie, comme vous dites. On est en février 2022. Oui, c'est ça. Je suis sorti en décembre. En décembre. Ouais. Alors, concrètement, dans les mois qui suivent, là, parce que là, ça commence à chauffer un peu, là, la livraison 2. Là. Alors, concrètement, vous faites quoi en lien avec ce mandat-là qui vous est spécifiquement confié? Quand le comité CASA se réunit, je suis là. OK, donc, comme tout le monde. Que je comprends que c'est rien de plus vraiment que ce que vous faisiez déjà? Ah non, c'est la même affaire. C'est la même affaire. Je continue à trop parler, puis trop fort, puis... Ça va. J'aimerais maintenant qu'on dépose, Mme la greffière adjointe, le procès-verbal du 15 septembre 2022. Février 2022, oui, je m'excuse, j'ai oublié de coter. Oui, je disais, il n'a pas été coté. Oui, effectivement, je m'excuse. Donc, sous 17P32 pour le PV du 17 février 2022. 17P32. Je m'excuse. Là, on a un prochain PV. Quelle date? Le 15 septembre 2022. On va le coter tout de suite. Oui, hein, avant que je l'oublie. 17P33, Mme la greffière. Exactement. Donc, 17P33, PV du CA du 15 septembre 2022. Eh bien, ça. Vous voulez l'avoir à l'écran maintenant? Oui, j'aimerais l'avoir à l'écran, s'il vous plaît. Je pense qu'on a des petits problèmes d'écran. OK. Écran fatigué. Alors, voilà. Alors, 15 septembre 2022, alors on va le descendre simplement pour constater que vous étiez bien présent, M. Geoffrion. On vous voit comme étant présent. Alors, je vais vous demander de descendre, parce qu'il y a quand même, il est plus volumineux. Alors, de descendre à la page 8. Alors, on voit, on peut peut-être monter un petit peu, on voit stratégie contractuelle CASA, je ne sais pas si vous voyez, là, c'est au milieu en italique. Alors, stratégie contractuelle CASA. Un projet de résolution ainsi qu'une note de la direction sont présentés à l'ensemble des membres après analyse des documents conviennent aux membres. Ainsi, l'approbation de la résolution suivante est proposée par M. François Geoffrion et appuyée par M. Jean-Marie Deconinck. Alors, ce qui est prévu, c'est que, bon, on fait référence au contrat que le 18 mai 2017, on a autorisé là, à signer au nom de la société les documents contractuels avec l'Alliance pour 479,4 millions sur 4 ans. Que depuis la signature des documents, il y a eu une évolution des besoins d'affaires permettant de bonifier l'actif et que des difficultés qui n'étaient pas connues ni prévisibles lors de la préparation de l'appel d'offres en 2016 ont été rencontrées. Qu'au 31 décembre 2022, parce que là, on est en septembre, au moment où du PV, la société aura engagé l'ensemble des sommes prévues au contrat, donc le 479,4 qu'on voit plus haut, attendu que pour poursuivre les activités associées à la mise en œuvre de la livraison 3, ainsi que les activités récurrentes d'exploitation et d'évolution,
La société a analysé les différents véhicules juridiques possibles et on dit que, attendu que la société recommande de poursuivre les activités associées de mise en œuvre des livraisons 2.5 et 3, ainsi que les activités récurrentes d'exploitation et d'évolution des solutions déployées pour couvrir l'ensemble des besoins identifiés via différents véhicules contractuels en temps opportun. Juste pour la 2.5, est-ce que vous vous rappelez, c'était quoi la livraison de 2.5? Vous avez parlé de 3, mais pas de 2.5. Je suis pas sûr, là, mais je pense que c'est la coupure quand on a refait le contrat. Tu sais, au fond, la phase 2, c'est ce qu'on avait connu pendant un bout de temps. Il a fallu complètement la réévaluer. Bien, cette nouvelle évaluation-là, avec ce nouveau scénario de base-là, je pense qu'on a appelé ça 2.5. Donc, c'est la 2. C'est probablement ça, là. C'est la 2, mais renouvelée. Oui. Alors, je vais vous demander de descendre un petit peu encore. Bon. Alors, on recommande de poursuivre les activités de mise en œuvre, comme on le mentionnait. Alors, il est décidé d'approuver la recommandation proposée par la société à l'effet de poursuivre les activités associées de mise en œuvre de la livraison 2.5 et 3, ainsi que les activités récurrentes d'exploitation et d'évolution des solutions déployées en couvrant l'ensemble des besoins identifiés via différents véhicules contractuels en temps opportun. Alors, M. Geoffrion, je comprends qu'à ce moment-là, on donne à la direction, en fait, à la permanence, comme vous aimez, comme certains aiment l'appeler, un peu l'autorisation d'aller de l'avant avec le projet, ce qui peut impliquer, on n'a plus d'argent, là. On n'aura plus d'argent à la fin de l'année, donc on les autorise à dépenser pour l'avenir. Est-ce que je comprends bien? C'est exactement ça. Arrêtez pas de travailler sous prétexte que vous n'avez pas encore réglé votre problème d'argent. Et je comprends que dans cette résolution-là, on ne met pas un montant maximal. Non, vu qu'ils reviennent avec des chiffres, puis avec un morceau budgétaire, puis une stratégie contractuelle, puis tout ça. Il faut que les avocats regardent ça. Tu ne peux pas faire ça n'importe comment. Il y a des règles. Mais le temps qu'ils trouvent, appelons ça le chemin pour passer dans leurs défis financiers, on ne voulait pas qu'ils arrêtent de travailler sur le terrain, là. Ça n'avait pas de bon sens, là. Ça coûte plus cher étirer le temps. Fait que arrêter un mois ou deux, là, le temps qu'ils trouvent une solution, là, c'est pas gratis. Fait qu'on ne voulait pas qu'ils arrêtent. De toute façon, c'était clair que le financement, il se ferait, tu sais, qu'on allait payer le travail qu'on faisait faire, là. Ça, c'est évident. Mais la manière de l'organiser au plan contractuel, c'était pas fait. C'est juste ça. On autorise, en fait, le CA autorise la direction à aller de l'avant, même si l'enveloppe budgétaire sera vidée à la fin de l'année. Même si on sait qu'au contrat, il va falloir faire quelque chose. On ne peut pas le laisser comme ça. On sait qu'il va être rendu à bout comme véhicule, qu'il va falloir faire quelque chose. On ne sait pas quoi. Les avocats ne nous ont pas dit quoi encore. On ne sait pas s'il faut un addenda, un nouveau contrat. Le temps que cette discussion-là se fasse, puis qu'ils nous reviennent avec une vraie proposition. On dit, bien, arrêtez pas de travailler. Continuez. Puis est-ce que vous vous rappelez que peu de temps après cette résolution-là, il y aura un avenant qui sera signé pour 45,7 millions? Est-ce que vous vous rappelez de ça? Pas vraiment, mais c'est la continuation logique de ça. Okay. Ils sont revenus avec une solution. Est-ce que c'est à votre connaissance qu'on vous ait présenté les coûts que ça allait engendrer, là, au-dessus de 200 millions de plus, près de 300 millions? Est-ce que vous avez une présentation de ça? Quand ils ont découvert là, que vraiment ils s'étaient trompés, là, oui. On vous a présenté ça. Quand le coût du projet là, passe du simple au double d'un coup sec, là, ça mérite pas mal de chiffres. Et puis, l'avenant, vous n'avez pas de souvenir là, qu'en novembre 2000, 2 mois après ça, là, qu'on vienne vous voir pour vous dire qu'on on doit engager un 45 millions là, comme non, ça maintenant? ne surprend pas. Pour moi, c'est un non-event. Sur l'ensemble de l'affaire, là. Est-ce que vous vous rappelez qu'il y a eu une discussion à savoir, est-ce qu'on morcelle les parties les montants à verser? Est-ce qu'on fait
est-ce qu'on fait un contrat pour un montant complet de 250-300 millions? Ou est-ce qu'on le morcelle en plus petits montants? Est-ce que vous vous rappelez que vous avez eu une présentation à cet effet-là? Sans doute, parce que quand on a passé celui qu'on vient de voir, là, il n'y en avait pas de réponse intelligente à comment on fait ça. Fait qu'ils ont dû regarder différents scénarios avec des avantages et des inconvénients de chaque scénario. Fait que, donc, ce que vous relatez, c'est logique là, que les gens aient regardé différentes alternatives. Il en a parlé au conseil, il en a recommandé une. Est-ce que vous avez souvenir qu'on vous ait présenté les règles en matière d'avenant à un contrat, c'est-à-dire que quand on a un contrat qui dépasse, qu'on doit produire un avenant de plus de 10 % de la valeur du contrat, on doit publier le tout sur le SEAO, là, le système électronique d'appel d'offres. Est-ce que vous vous rappelez, est-ce que vous connaissez cette règle-là? Oui. Vous la connaissez? Est-ce que vous vous rappelez qu'on en ait parlé pour savoir, est-ce que c'est peut-être un peu tannant là, d'avoir à Moi, je suis certain publier? d'une chose. Si le conseil a dit oui au contrat de 45, là, c'est parce que quelqu'un y a dit qu'on était accroché légalement, qu'on était dans les règles, les lois. Sans ça, on ne l'aurait pas approuvé. Ma question n'est pas de savoir si c'était légal. Je ne suis pas en train de vous dire que c'était pas légal. Je suis simplement en train de vous demander, est-ce que vous vous rappelez vous me dites que vous connaissez cette règle-là, mais deux, est-ce que vous vous rappelez qu'il y a eu une discussion à savoir si on publie est-ce qu'on morcelle en plus petits contrats qui pourraient faire en sorte qu'on ne dépasse pas le 10 % de la valeur totale du contrat qu'on n'a pas à publier, ou on le fait en un bloc complet? Est-ce que vous vous rappelez avoir eu cette discussion-là au sein du CA? On a sûrement eu une présentation des avantages, des inconvénients, des alternatives. Ça, je suis certain. Le morcellement est sûrement une alternative là-dedans. Si elle est legit, je ne sais pas. Mais moi, tout ce que je me souviens, là, ils sont venus, il n'y avait pas de scénario. On leur a dit, pensez-y, vous reviendrez avec une solution. Ils sont venus avec une qu'ils ont défendue, là, ils ont justifié. Je ne me souviens plus de tous les tenants et aboutissants de leur raisonnement, là, mais ça devait faire du sens puisqu'on a dit oui. Puis si on a dit oui, c'est parce qu'on se sentait accroché légalement. Je ne peux pas vous dire bien plus que ça, là, je ne me souviens plus des discussions elles-mêmes. Puis, depuis le début du contrat, là, on est rendu en 2022, là, à la veille de votre départ, bon, il y a eu un changement de PDG, hein, on l'a vu sur le PV de février 2022. Alors, c'était Mme Tremblay qui était remplacée par, est-ce que vous vous rappelez, M. Marcelet. Si je vous dis ça, oui. ça vous rappelle des souvenirs? Bon. Oui, ça va. Bon. Comment M. Marcelet, lui, la vision du CA, comment M. Marcelet réagit à tout ça? Lui arrive, on est là-dedans, la livraison 2 va vraiment pas bien. Comment il se débrouille dans tout ça? Pauvre homme. Il n'avait pas tellement le choix que de se fier à ses vice-présidents puis les appuyer. En partant, il ne peut pas faire grand-chose à part ça parce qu'il n'a pas la maîtrise de l'historique du dossier, il ne le connaît pas. Il n'a pas le choix, il fait confiance. Puis, il faut dire qu'il y a une bonne équipe autour de lui. Ce faisant, par contre, il va avoir plus de difficultés à faire les arbitrages entre ce que veut son vice-président à l'informatique puis ce que veut son vice-président à l'immatriculation. S'il y a un conflit entre les deux, c'est clair qu'il va avoir de la misère à l'arbitrer. Par contre, à l'immatriculation, il me semble que c'est une nouvelle personne qui est là aussi. Là. À l'époque où vous étiez là. Le timing de ça, je ne suis pas sûr, là, mais... À l'époque où est-ce que vous avez assisté à ça, des accords? C'est leur comité de gestion interne, là, ça ne vient pas chez nous. Il est règle avant, d'habitude. Mais on voyait bien qu'il était tributaire un peu de l'opinion, puis des désirata de ses vice-présidents. Là, il a pris un gros train en marche. Il fallait qu'il fasse le tour des wagons un peu. Là.
avant de pouvoir imprimer sa marque. Ça. Est-ce qu'il semblait comprendre les enjeux, là, que ça comprenait? C'est gros quand même, là. Ben, pas au début, en tout cas. Modérément. Je suis pas sûr que lui-même avait réussi à vraiment absorber la taille de ce qui s'en venait. Et les risques associés à ça, autant au plan des affaires qu'au plan politique. Je suis pas sûr qu'il avait tout compris ça. L'ampleur de ces phénomènes-là, puis de ces conséquences-là. Parce que c'est ça. Puis, au CA, est-ce que, évidemment, vous êtes redevable, là, en vertu de la loi sur la gouvernance, le CA est redevable là, des décisions auprès du gouvernement. Est-ce que vous savez qui faisait la reddition de comptes auprès du gouvernement de l'évolution du contrat, quand ça va bien, quand ça va moins bien? Est-ce que vous savez si ça se fait? Ben ça devait se faire sûrement, là. Souvenez-vous qu'il avait convenu avec le Trésor d'une reddition de comptes particulière. Fait que celle-là, elle se faisait. C'est sûr. Par contre, au ministre, je ne sais pas trop si c'était probablement le PDG et le président du conseil ensemble. Je ne sais pas trop, mais c'était leur job. Là. De temps en temps, Mme Tremblay nous disait qu'elle avait rencontré le ministre, qu'elle avait mis au courant. Puis on n'était pas là de checker s'il avait parlé 3 mois, là, mais régulièrement, elle nous faisait rapport de ses discussions avec le ministre et des enjeux qui étaient soulevés. Là. Pas juste sur CASA, là, mais sur d'autres sujets aussi. On descendu de 0,08 à 0,05 pour l'alcool. Ben, ça faisait partie de ces discussions à l'occasion. Puis, fait qu'elle nous faisait, à chaque conseil, la ministre nous faisait rapport, la ministre, la présidente, la PDG, nous faisait rapport de ses relations, entre autres, avec le ministre, ses enjeux, au fond, avec le gouvernement, puis le ministre et le gouvernement, le Trésor compris, ses enjeux publics. Des fois, il y avait un dossier qui se ramassaient dans les journaux. Puis après ça, c'est les enjeux internes. Fait elle nous faisait faire le tour. Fait effectivement, elle a eu, j'imagine, ben, moi j'avais l'impression qu'elle rencontrait sur une base assez régulière, peut-être trimestrielle, quelque chose comme ça, ses ministres responsables. Maintenant, ils n'ont pas tous le même intérêt pour la SAC. Peut-être que certains ministres voulaient en savoir plus, puis d'autres moins. Là. Est-ce que c'est à votre connaissance que le président du CA faisait aussi une reddition de comptes auprès des plus hautes instances? Ça aurait de l'allure, là, mais je peux pas dire. Je me souviens pas. C'est pas votre connaissance? Je me souviens pas d'en avoir parlé. Il n'y a pas eu de compte-rendu de ça dans les rencontres. M. Morneau en a parlé un peu hier. Ça se peut qu'il y en ait eu, mais moi, là, je m'en souviens pas. C'est pas quelque chose qui m'aurait... Pour moi, c'est run of the mill. Tu sais, c'est normal. S'il n'y a pas un enjeu particulier, là, t'oublies ça. Mais rendu à la livraison 2, puis rendu à la renégociation, à la transaction, on commence à avoir des enjeux plus importants. Oui, mais s'il n'y a pas de feedback au conseil de comment a réagi le ministre, moi... Vous ne savez pas si ça a été fait. Là. Non. C'est un univers, là. Je m'en souviens pas. Parfait. Maintenant, je veux revenir, on en a parlé en début de votre interrogatoire, là, on a parlé de la mise en service. Là. Vous nous avez dit que vous étiez pas d'accord là, pour le moment de le faire. Déçu de voir comment ça s'est fait. Je trouvais que la stratégie de l'entreprise n'était pas diable. Ça prend une stratégie pour faire la mise en service. Tu ne fais pas ça comme ça. Une banque qui met en service des nouveaux produits, une compagnie d'assurance qui met en service, c'est ça, des nouvelles polices. Elle gère ça. Là. Il y a comme
tu formes ton monde, je sais pas, là. En tout cas. Puis c'est qui décide au final? Bon, le CA, on vous soumet qu'on peut y aller ou on peut pas y aller, mais c'est qui au final qui décide? Le déploiement se fera tel moment. Je dirais que c'est le CA. Je pense que la logique, en tout cas, je n'étais pas là, mais la logique, si elle est conforme à ce qu'on a vécu les 8 ans avant, là, le management est venu avec une recommandation. Puisqu'ils ont été, le management a recommandé d'y aller. Pour moi, ça va de soi. Puis, ce faisant, il a probablement exprimé son plan pour le faire, là, avec les dates, puis comment il allait gérer le changement, puis tout ça, là, comment il allait faire ça. Là. Et puis, de toute évidence, il a convaincu le conseil que c'était correct, puis ils sont partis. Moi, je n'étais pas là. Tout ce que je dis, c'est que cette stratégie-là, qu'ils ont probablement présentée au conseil, j'imagine, de toute évidence, là, elle ne faisait pas l'affaire. Est-ce que vous, on vous l'a présenté avant votre départ? Non, moi, je suis parti. Mais avant votre départ, là, est-ce que c'est arrivé qu'on vous la présente et on dit non, vous n'êtes pas prêt? Est-ce que vous avez eu ces discussions-là? Oui, au premier go, no go. C'est quand ça? Ah, 1 an et demi avant. Mais le management lui-même ne voulait pas y aller, il dit, je ne suis pas prêt. La discussion de déploiement, au fond, puis de stratégie avec la clientèle n'a pas été évaluée parce qu'on n'y allait pas. On avait commencé à en parler dans les réunions, les différents comités, soit à travers la formation des employés, comment ça allait, où c'était, on suivait ça, là, pour être sûr que le personnel au comptoir puis dans le back-office sont prêts. Fait que ça, il y avait des affaires qui se faisaient, là, puis il y avait des rapports. C'était comme le reste, c'était un petit peu en retard, mais yes. Du monde s'en occupait, mais c'était pas suffisant, là. Ça, c'était pour ton personnel. Ça prenait quelque chose pour la clientèle. Puis à votre connaissance, cette stratégie-là de déploiement, est-ce que on doit informer les plus hautes instances là, quand ça se fera? Du gouvernement? Oui. Oui, monsieur. La pire affaire des politiciens, c'est les surprises. Ce qu'ils détestent le plus. Fait que quand tu es pour chambarder de Québec là, pendant 2 semaines, là, tu le dis. Puis ça serait la responsabilité de qui à ce moment-là? Président du conseil, PDG de l'entreprise, conjointement. Parce qu'ils ne le diront pas tout à fait, en théorie, aux mêmes personnes. Mais normalement, le PDG va appeler le secrétaire général du gouvernement et va dire, regarde, là, il y a telle affaire là, qui s'en vient. En êtes-vous conscient? Parlez-en avec vos gens de communication au bureau du PM. C'est comme ça qu'il faut que ça se fasse. Quand c'est gros puis ça va frapper dans les médias, faut que tu donnes une chance au gouvernant de se préparer, tu sais. Pas nécessairement de le cacher, mais de se préparer, d'avoir les réponses, d'avoir une idée de ce qui les attend. Si c'est une tempête, ou bien si ça va être pas trop pire, puis 24 heures après, c'est fini. Moi, je pense qu'ils ont le droit à ça, nos politiciens, là, d'avoir un peu... faut flasher avant de tourner, hein. Puis ça, je présume que ça a été fait, là, moi, bien que j'ai trouvé que le ministre avait l'air un peu surprise. Au final, on sait que, bon, le projet a, au final, pris beaucoup d'ampleur financière. Là. Vous savez, vous l'avez dit d'entrée de jeu. J'ai compris de votre témoignage que, bon, c'est dommage, mais que l'important, au départ, je veux juste m'assurer que j'ai bien compris que l'important était qu'on arrive à la fin. C'est-à-dire qu'on arrive avec un produit qui fonctionne. Plus que ça, qui répond aux besoins et qui fonctionne. Puis qui va permettre à l'entreprise d'atteindre ses objectifs. S'il y avait des objectifs en arrière de ça, là, de service, que malheureusement, ils ont un peu de misère, là, si c'était pas... en tout cas. Le dépassement des coûts prend quelle importance? Je comprends qu'on a un système qui peut fonctionner, mais les coûts que ça prend au final, c'est quoi l'importance? Ben, c'est toujours important parce que tu les payes à la fin. Hein? C'est sûr que moins ça coûte cher, mieux c'est. On est tous d'accord là-dessus, en autant que il y a une qualité minimale dans ce que tu achètes. C'est comme acheter une maison, tu sais. Tu définis un peu ce que ça te prend, puis là, tu vas sur le marché, puis
À un moment donné, tu en trouves une, mais là, elle est plus chère, pas mal plus chère. Puis tu fais une évaluation de ça vaut-tu la peine, je vais être capable de la payer. Tu sais, c'est pareil. Nous, on est pris devant un projet, puis dis ta maison, là, si tu veux, j'en ai la moitié de construite, puis si tu veux, là, elle ne sera pas 300 000, ça va être 500 000. Tu dis, oh. Puis là, tu es obligé de réagir à ça. C'est pareil. Moi, je me dis, c'est fâchant de ne pas l'avoir vu venir. Parce que, au fond, c'est de ne pas l'avoir vu venir qui est fâchant. C'est pas le montant qu'on paye. Parce qu'on l'avait vu venir, on l'aurait payé pareil. Probablement. Bien, vous pouviez le voir venir. Vous dites que vous aviez l'information, puis on voyait que ça ne marchait pas nécessairement très, très bien, la livraison 2, donc vous avez pu la voir venir quand même un peu. Oh oui, puis on n'était pas contents. Puis quand ils ont sorti le chat du sac, puis ils ont montré l'ampleur, c'était pas mal pire que ce qu'on pensait. Mais, qu'est-ce que vous faites? La moitié de votre maison est construite, là. C'est embêtant. Puis, Quand tu vends un projet, puis je m'excuse de m'interrompre, mais quand tu vends un projet en disant que tu vas avoir des bénéfices escomptés, ça a été vendu comme ça. C'est-à-dire qu'avec les économies d'échelle que je vais faire au bout de la ligne, moins de points de service, moins d'employés, etc., ça a été vendu comme ça, là. Puis à un moment donné, puis vous l'avez dit vous-même, on s'en va vers un mur, les bénéfices escomptés, ils ne seront pas là, ils ne seront pas là. Puis même, puis ça, je prends vos mots, on laisse tomber des morceaux là, en cours de route. Là. oui. Alors, je veux bien dire, ben, à un moment donné, tu as le bras dans le tordeur, puis ça va coûter. Mais comment finaliser ça à un moment donné que d'appeler ça carrément un fiasco? Là? Puis je préjuge pas, là, je fais une enquête. Là, je suis pas. On va être rendu le deuxième témoin. Là, oui. Mais. Vous savez, je vous laisse le choix des mots. Dans le sens où je pense que le fiasco, c'est décidé. C'est pas mal ça que les médias vont retenir comme. Oui, mais ce qui est important, c'est moi ce que je vais retenir après évaluer l'ensemble des preuves, y compris votre témoignage. Ça, je vous le garantis. Moi, ce que je dis, là, le management du côté de l'immatriculation n'était pas assez fort pour ce projet-là. Il n'était pas assez compétent pour assumer leurs responsabilités dans ce projet-là. Je suis convaincu. C'est pour ça qu'ils ont floppé à 2-3 places. Le fait que ce management-là ait changé dans le temps, 2-3 fois, c'est pas pour aider, au contraire. Fait que, oui, on a eu une déficience de management empirée par les événements. Là. Et si on n'avait pas eu ça, probablement qu'on aurait eu une estimation plus juste à l'origine. Elle aurait été plus haute. Si elle était plus juste, elle était plus haute. En tout cas, le pricing original aurait été plus haut. Du double, vous pensez? Sûr. Ben, je ne sais pas. Parce qu'il y a eu d'autres facteurs. Là, je sais que personne n'a m'en parlé du fait qu'on manquait de ressources, là, mais ça a coûté cher. Personne ne veut parler de la pandémie, mais ça aussi, ça a coûté cher. Personne ne veut parler. Personne ne veut parler de l'authentification gouvernementale, là, mais ça aussi, c'est un paquet de troubles. Ça a coûté cher d'intégrer ça. Puis on n'était pas prêt pour ça. Puis ils ont insisté pour qu'on le mette à la dernière minute. C'était pas des bonnes idées, ça. Aujourd'hui, là, qu'est-ce qu'ils allaient faire? Ils ont dit là, que leur portefeuille, ils ne le feraient pas. Là. Qui c'est qui va être prêt que ça, l'authentification gouvernementale? Là? Tous les gens qui avaient Clic Secure, là, ils vont recommencer à zéro. Non, mais ce que je veux dire, là, moi, c'est il y a des affaires, personne ne veut en parler. Non, mais parce qu'on est là pour en parler. Alors, le système d'identification gouvernementale, en quoi, vraiment, c'est une question que je vous pose, là, puis vous avez l'air à le savoir, ou avoir une amorce de réponse là-dessus. Alors, c'était quoi les problématiques avec ça? Je sais que ça a causé. La problématique, c'est que déjà beaucoup de gens qui avaient Clic Secure. Oui. Puis, le projet de la SAC, à l'origine, c'était même pas ça. C'était faire comme Revenu Québec, Revenu Canada, Service Canada, c'était passe par ta banque. Ça va vite, un NIP, bonjour. Puis les gens sont habitués, ils ont payé le taux, puis ça fonctionne. Hein? Le logiciel fait ça, il existe tout, puis débogué. C'était ça qu'on voulait faire, à l'origine. Keep it simple. Mais
le gouvernement avait un projet de portefeuille gouvernemental avec une authentification. Puis ils ont dit, vous allez être les premiers, vous allez l'apprendre. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Là, on utilise un bout de logiciel qui n'a pas été vraiment suivi l'épreuve du feu. Là. On est les premiers avec. Fait que s'il y a eu des bugs dedans, là, bravo. Après ça, il n'est pas comme le restant, là, il est fait différent. Fait que là, il faut faire une interface juste pour lui, là. En tout cas, parce que les interfaces pour ce que les banques font, là, ils existent toutes dans le marché, ils sont là, là. Mais là, il faut s'en faire une particulière. Fait que ça l'a ajouté de la difficulté au projet. Ça l'a rallongé un petit peu. Ça l'a rendu un petit peu plus compliqué. Puis il faut que vous compreniez que la sécurité informatique, là, la cybersécurité, là, pendant ce projet-là, là, ça a fait ça, les problèmes dans le monde. Il a fallu ajouter des couches de sécurité tout au long du projet pour s'adapter à l'évolution des problèmes de cybersécurité. Ça, personne n'en parle. C'est parce que c'était long, ce projet-là. Là. Fait que pendant ce temps-là, l'univers a bougé, puis il fallait le rattraper. Moi, je ne veux pas défendre à tout craint ce qui s'est fait. Il y a eu deux grosses erreurs dans ma tête, là, en partant. On n'aurait peut-être pas dû rajouter les contrôleurs. On aurait pu s'en passer, là. Puis on n'aurait probablement pas dû aller dans l'authentification gouvernementale. Ça a juste compliqué les affaires, puis ça n'a rien donné de plus. Fait que, ni au Québec, ni à SAC. Fait que, une fois que tu as dit ça, là, c'est plate, ça a coûté cher. Comment on peut gérer les prochains, je ne sais pas. Ben, en fait, j'ai quelques idées, là. Mais, oui, Alec. Trouver des coupables, disputer le monde, mais il va falloir faire évoluer un peu notre approche des grands projets au Québec. On ne l'a pas. On ne l'a pas, c'est clair. Puis, tu ne peux pas laisser juste les organismes qui ont ces projets-là tout seuls. Essayer, comme la SAC a fait, là, de se débrouiller. Parce qu'au fond, il était tout seul, là. Le Trésor, là, il leur a donné comment je pourrais dire, un chemin contractuel nouveau, là, à essayer, là. Mais ça a juste permis de pouvoir faire le projet, là, de pouvoir aller à un appel d'offres, d'avoir une chance, d'avoir une réponse assez vite, puis se mettre à l'œuvre. Mais pour la réalisation, une fois que c'est bien beau le contrat, mais ça t'aide pas, là. Mais, puis, quand j'obtiens des allègements du Conseil du Trésor qui vont se refléter dans un décret, etc., je certifie que, bon, j'ai les règles de gouvernance, j'ai des équipes en place, etc. Ce qui au terme de votre témoignage, vous n'avez pas encore tout fait fini, le supplice de la goutte va finir à un moment donné, vous allez pouvoir vous en aller. Mais au terme de moi, ce que j'entends, c'est-à-dire, c'est qu'on n'a pas donné la bonne information. Vous le dites depuis ce matin, puis là-dessus, là, vous le dites tout sûrement, puis je vous crois, là, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas les ressources pour manager. Puis vous venez de le dire, là, à peu près 2 minutes. Ça, c'est mon opinion. Manager. Bien, votre opinion, vous avez été là de 2013 à 2022. Moi, je pense que... Je pense qu'à l'origine, ils les avaient pas. Quand ça a commencé, toute cette affaire-là, là, il n'y avait pas, dans cette organisation-là, l'expérience et les connaissances que ça aurait pris pour gérer un projet de cette ampleur-là. Oui, c'est ce que j'ai. Je vais retenir beaucoup de choses de votre témoignage, mais ça, je vais le retenir. C'est-à-dire que... Mais quand je regarde, moi, les CTI, les justifications, etc., c'est qu'on semble dire qu'on les a, là. C'est bon, je vais regarder ça, là. Je vais supposer la preuve, là, mais... Vous regardez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et ça, vous le savez, vous, là, et là, je parle à M. Geoffrion, là, vous, là, qui est là depuis 2013, vous arrivez un peu, là, c'est sur les rails, là, mais vous allez être là pendant un bon bout. Et vous me l'avez dit ce matin, dès le début, vous le savez qu'ils ont, à mon avis, qu'ils n'ont pas les ressources ou les compétences. Puis vous l'avez vécu, ça, là. Oui. Ça, je peux... Ça s'est amélioré avec le temps, mais il y a un prix à payer pour ça. Okay. Puis ils l'ont payé. Ils l'ont payé. Ils l'ont payé en consultant, entre autres. Ben, c'est un peu ce que... Peut-être en qualité d'appel d'offres.
sais, là, mais... Un peu, je ne sais pas si vous avez suivi Mme Giguère qui disait hier, elle a fait état... non, je ne suis pas vos non, mais, affaires pantoute. mais juste pour vous dire ce qu'elle a fait état, c'est dans la preuve, là, elle a fait état que il y avait dans les autres provinces, dans des projets comme ça, entre 17 et 35 de ressources externes dans ces projets-là. À la SAC, on est monté en haut, moi je me trompe, en haut de 50 c'est à peu près ça qui a été dit, là, etc. Puis c'est ce que vous avez vu. Là. C'est ce que... oui, c'est cohérent avec ce que je me souviens. C'est vraiment cohérent. Là. C'est dans ce ordre de grandeur-là. On est dans ce ordre de grandeur-là. Là. Sur le hier, on était dans la théorie, là, on l'est vraiment là, dans la pratique. Là. Parce qu'il y avait vraiment besoin du privé là, pour... Ah oui, c'est évident. C'est évident. Je vous dirais que ça complète mes questions pour M. Geoffrion. Merci. Mais, M. Geoffrion, je vous laisse le temps que vous avez besoin. On finit le témoin aujourd'hui, par contre. Je serais prête à recommencer. J'ai quelques questions. Non, mais juste me dire, si vous venez pour 2 heures, je reviendrai peut-être, mais si vous venez pour une demi-heure, ça va bien aller. Là. Assurément pas 2 heures. Je vous dirais plus 10 minutes. Mon Dieu, OK, parfait. On peut commencer dès maintenant, si vous le souhaitez. On vous attend, les gagnants. Alors, bonjour, M. Geoffrion. Bonjour. J'aurais quelques questions pour vous. Encore une fois, c'est pour cibler un peu votre témoignage dans le temps. Là. On fait appel beaucoup à votre mémoire aujourd'hui. Ouais. Un peu la même question que je posais à M. Morneau ce matin. Je comprends que vous n'avez pas révisé de documentation avant de rendre, excusez-moi, votre témoignage aujourd'hui. Non. OK. Plus particulièrement au niveau des étapes là, contractuelles, pré-contractuelles, contractuelles, au niveau du processus d'appel d'offres. Vous n'avez pas vérifié les dates là, pour comprendre les différentes étapes. Non, d'autant plus que c'est tout documenté. Exactement, je suis d'accord avec vous. Vous parliez tout à l'heure du service d'authentification gouvernementale, le SAG, là, pour se comprendre. Là, simplement une précision, c'est bien une condition imposée par le gouvernement en cours de route, c'est pas un choix de la SAC. Là. Effectivement. Parfait. Vous avez parlé également de la pandémie. Vous avez dit personne ne veut en entendre parler, mais la pandémie a un impact sur le projet, c'est exact? Oui. Vous aviez dit également qu'il y avait des ressources en Inde. Oui. Pouvez-vous élaborer un peu là-dessus? Parce que pour moi, c'est un peu plus flou. La rareté des ressources, tu vas y chercher où tu peux. IBM a été obligé d'aller en chercher passablement en Inde. Je comprends. Puis est-ce que vous avez eu connaissance de l'impact de la pandémie sur ces ressources qui se trouvaient en Inde? Je sais qu'ils ont eu des problèmes un bout de temps. Là. Ça n'a peut-être pas duré longtemps, là, mais je sais qu'il y a eu une petite crisette, là, une crise quelque part. Là. Ils ont eu un petit problème en chemin là, avec la pandémie. Okay. Je ne sais pas si ça a fermé un petit bout de temps ou si on marchait plus bas. Je sais qu'ils ont été affectés par ça aussi. Parfait. Vous avez été informé de l'impact de la pandémie sur également le fournisseur de services, là, IBM, LGS, l'Alliance. Oui. Non. Vous avez dit oui? Parce que vous avez fait un signe de la tête, là, mais je veux comprendre que votre réponse, c'est oui. Oui, j'ai été informé. Okay. On a vu ça passer. Là, tout le monde avait de la misère, puis eux y compris, puis en Inde aussi. Parfait. Est-ce que vous vous souvenez qu'il y a un audit qui a été effectué par la firme Mallette dans le cadre du processus d'appel d'offres, plus particulièrement relativement aux étapes CAH du 4 avril 2016 au 3 mars 2017? Oui, pour faire vérifier le résultat, je pense, c'est ça, hein? Exact. Votre mémoire est bonne, M. Geoffrion. Oui, bien là, en me parlant de Mallette, c'est revenu là. Oui, effectivement, il y a eu ça. Je me souviens de ça qu'on avait fait faire ça. Est-ce que vous vous souvenez des conclusions du rapport du 3 mars 2017? Bien, j'imagine qu'ils nous ont dit que ça avait été kosher, bien fait, là, selon les normes. Sans ça, on ne serait pas là. Exactement. Je vous remercie beaucoup, M. Geoffrion. Bonne fin de journée. Merci. Vu la teneur du témoignage, on n'aura pas de questions supplémentaires pour M. Geoffrion. Merci. Alors, reste à vous remercier. Avez-vous quelque chose? Vous voulez ajouter quelque chose en terminant? Bien, on avait commencé une conversation ce matin sur l'avenir. Tu sais,
qu'est-ce qu'un gouvernement peut faire? Oui, allez-y. Oui. Si Oui. ça vous intéresse, j'ai pensé à ça. J'ai dîné seul. Tout m'intéresse. Je pense que le gouvernement, il faut qu'il coordonne plus et qu'il y ait une approche gestion de risque. Le Trésor, là, c'est bien beau, les normes contractuelles, toute la poutine d'encadrement de conformité, c'est une chose. Il faut que ça continue. Mais la gestion des grands projets, il faut que tu les coordonnes. Il ne faut pas qu'ils arrivent en même temps puis qu'ils veuillent les mêmes choses. Les grands projets aériens, là, par exemple, est-ce Oui. que vous vous limitez à ça? Là? Oui, je parle juste d'informatique, là, mais dans le routier, dans les transports, ça va être pareil. Tu ne veux pas avoir 14 routes à la même place, tu vas manquer d'asphalte. Fait que c'est un peu pareil. Si tout le monde court après un CV en particulier, là, une connaissance particulière, comme SAP, par exemple, ou Oracle, puis qu'ils sont trois sur le terrain à chercher du monde en même temps, on se prépare à payer bien cher. Parce que ça va être l'enfer. Puis s'ils ont une approche de risque, moi, je serais porté à dire qu'ils devraient travailler en 2-3 étapes. L'organisme vient, puis la première étape, c'est l'opportunité. Je suis opportun, ce projet-là. Ça va-tu vous rapporter de quoi? Puis si c'est opportun, avec un premier estimé quelconque, tu le mets dans ta liste de projets opportuns, puis là, tu gères tes priorités à partir de là. Ça te permet de coordonner. S'il n'est pas opportun, c'est out. Et là, tu leur donnes une approbation de principe de développer leur dossier pour se rendre à l'appel d'offres. Mais ils n'ont pas le droit de le faire, là. Ils ont juste le droit de se rendre là, avec des étapes. Et là, il faut qu'ils fassent la démonstration de comment ils vont gérer tous les niveaux de risque. Puis le Trésor peut mettre sa liste de genre de risque qu'il veut. Puis il faut qu'ils fassent la démonstration qu'ils sont capables. Avez-vous l'expertise? Est-ce que c'est des gros changements technologiques pour vous? Avez-vous du personnel? Il y a différentes choses qu'on peut voir, là. Le personnel dans la nature que vous voulez enregistrer, il existe-tu? Il pourrait avoir une approche beaucoup plus gestion de risque. Puis il pourrait vérifier aussi la documentation, l'appel d'offres, mais du point de vue du risque. As-tu bien documenté? Je peux-tu voir? Puis poser des questions. Pourquoi vous marquez ça comme ça, ce processus-là? Vraiment valider que, en termes de risque, les morceaux clés ont été analysés, puis quand ça ne passe pas, tu mets des mesures de mitigation. Tu peux peut-être avoir des SWAT teams qui viennent aider, mais il faut que tu aies une approche de risque, puis laisser passer ceux qui ont mis en place ce que ça prend pour gérer leur risque. Après ça, tu les envoies un appel d'offres. Puis là, tu comprends exactement dans quel pattern de risque tu vas être. Là, tu vas apprendre combien ça coûte, puis qui pourrait le faire. Et puis, là, tu les laisses travailler, tu dis, vous allez venir me voir pour le contrat. Puis, je veux voir comment vous avez géré votre risque contractuel ensemble. Déjà là, quand ils voient le contrat, ils pourraient définir à ce moment-là le suivi qu'ils veulent. Parce que souvent, le contrat explique un peu comment la vraie vie va se passer, là. Puis, selon les risques qu'ils ont découverts, la structure contractuelle ou l'économie générale de ce contrat-là, là, ils pourraient décider d'un suivi particulier pour ce projet-là qu'ils veulent voir au Trésor. Ça pourrait mieux fonctionner, je pense, que ce qu'on a actuellement. Mais il faut qu'ils coordonnent les projets parce qu'on ne peut pas tout voir la même chose en même temps. Puis il faut qu'il y ait un assessment du risque qui est externe, donc à l'organisme. Il faut qu'il fasse la démonstration qu'il est capable de les gérer. Il y a des beaux textbooks là-dessus, puis il y a des best practices, puis il y a tout ce qu'il faut. Si le Trésor veut faire ça, là, la connaissance pour faire ça existe toute. Elle est documentée, puis il y a des consultants internationaux qui vont les aider avec plaisir. Mais je pense que c'est la seule façon. Ça fait un peu comme l'industrie minière. L'industrie minière est prise avec le même problème, savoir comment ça va y coûter à la fin du gisement. Bien, ils font pareil. Ils investissent un peu au début, jusqu'à temps qu'ils se sentent confortables que ça va être rentable. Bien, le Trésor devrait faire pareil. Accepter d'investir un peu au début, jusqu'à l'appel d'offres.
pour être sûr que tu es à la bonne place, que tu es confortable, que si tu vas de l'avant, ça va se faire raisonnablement bien. Ici, ça n'a pas été ça la préoccupation du Trésor tellement. Et je ne sais pas s'il faut dire heureusement, malheureusement, mais notre société n'était pas rendue là, je pense. Puis, si je pousse un petit peu plus loin, là, je sais que je ne suis pas dans cette phase-là. J'aurais une phase recommandation, j'aurais une phase, etc. Mais je pousse un petit peu plus loin comme ça. On a laissé la société, qui est quand même une grosse société, on s'entend, la Société d'assurance automobile du Québec, là, qui gère beaucoup d'actifs et beaucoup d'argent. Mais est-ce que, pour l'avenir, au niveau des contrats informatiques de cette envergure-là, puis vous l'avez dit vous-même, c'était un des plus gros, ou c'était pas le plus gros, mais de dire les gros organismes, là, je parle de je sais pas moi, là, on a l'assurance automobile du Québec, mais peut-être on prend la SNES, là, qu'on appelle, qu'on prend l'Agence du revenu du Québec, etc. Est-ce que ça aussi, ça pourrait être une idée que ces gens-là se mettent ensemble, puis je ne sais pas si vous avez une idée là-dessus. Oui, il faut qu'ils se coordonnent. Ils veulent toutes la même chose. Santé Québec, là, qui... Oui. Il faut que le gouvernement coordonne ça un peu, ou quelqu'un coordonne ça. Tu ne veux pas les avoir tous en même temps dans le marché. Ça ne marchera pas. Il n'y a pas de ressources pour faire ça. Puis, la rareté du personnel en général en informatique, on en a encore pour 10-15 ans facile. Fait que, on est aussi bien de se coordonner un peu. Sans ça, on va payer bien cher ce qu'on veut. On le voit. Ce projet, là, au-delà des défauts qu'on y a trouvés, là, et des problèmes, il était dans une période où la ressource était chère. Il était cher, le monde qu'on engageait. Les CV, là, ils coûtaient cher parce qu'ils étaient rares. Puis, vous savez, dans cette industrie-là, des fois, comment je peux dire ça? Les gens sont opportunistes. Et ça arrive dans les périodes où il y a de la rareté. Les employés de IBM, de LGS, de tout ce monde-là, et il y en a souvent dans tes meilleurs qui démissionnent, qui se mettent à leur compte. Puis ils savent que le lendemain matin, tu les rengages parce que tu en as besoin sur le contrat. Mais ils ne sont plus au même prix. Hein? Fait que, la rareté, c'est tout ça. Là. C'est très inflationniste. Moi, je regarde. Je suis sûr que si on regardait là, les taux horaires payés, là, il y a eu de l'inflation quelque part. Très éclairant. Bon. Je vous remercie beaucoup. Ça fait plaisir. Merci. Alors, ça complète nos travaux jusqu'à demain, 9h30. Merci. Bonne soirée. Veuillez vous lever, la commission ajourne.